Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui et me laisser le temps d'expliquer où on s'occupe déjà depuis quand même presque 10 ans maintenant, et une histoire qui commence environ en 2000. Je vais d'abord m'excuser, mon français va me manquer quelque part, mais je vais essayer de faire le mieux et de m'en débrouiller. Ça, c'est mon premier slide, donc il y a déjà quelques noms qui sont écrits là-dessus. Sur la première ligne, il y a plus de noms de Louvain. Donc les procédures chez nous sont faites par moi-même et Peter Verbrugge. Marc Willig est notre cardiologue pédiatrique qui a cru depuis le tout début, qui nous a convaincus d'aller voir et de laisser entrer ces techniques chez nous à l'hôpital. Et Lucas Van Hoof est un de nos jeunes chirurgiens qui s'en occupe beaucoup au labo et d'essayer de prouver que cette technique est vraiment quelque chose qu'il faut faire dans le futur. Sur la deuxième ligne, il y a entre autres John Pepper. John Pepper est le premier chirurgien qui a fait cette procédure à Royal Brompton in London en 2004, ensemble avec Tom Treasure, aussi un chirurgien cardiothoracique, qui est vraiment responsable pour le côté scientifique. Sir Petrou et Rosendahl, ce sont des chirurgiens qui ont suivi Pepper dans l'histoire. Il ne me faut pas vous expliquer de quoi il s'agit, ma enfant. Vous êtes bien, vous savez bien. Et vous savez aussi que le risque le plus grand, c'est que l'aorte, à un moment, est devenue si grande qu'il y a un risque qu'elle va disséquer, avec une mortalité qui est vraiment extrêmement réelle. La chose la plus prédictive pour cette dissection est la dimension de l'aorte. Il y a des moyens de la suivre, et si l'aorte a reçu une sorte de dimension qui est vraiment à risque, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut remplacer l'aorte avec des techniques que votre ancien président vient de décrire. On peut resséquer la valve ensemble avec la racine de l'aorte. C'est une procédure qui s'appelle Bentall, au côté droit ici, avec une valve mécanique à la base. Pour une valve mécanique, il faut prendre des anticoagulants qui sont même forts, plus forts que l'aspirine, Coumadine dans la plupart des cas. Il y a toujours un risque d'une thromboembolisme dans le temps après la procédure, pour le reste de sa vie. Il y a aussi des procédures décrites par le professeur Yacoub à Londres, ou Tyron David à Toronto, au Canada, où là où on préserve la valve. Quel est le grand avantage de préserver la valve? C'est qu'il y a dans la racine de l'aorte, tout est biologique, il ne faut pas prendre les anticoagulants pour le reste de sa vie. Mais le problème, c'est que là, pas toujours la valve est vraiment préservable. Et donc, dans le temps après la procédure, il y a toujours un risque que la valve va dégénérer et qu'il faut être réopéré dans le temps. Ici, vous voyez des anciennes procédures qu'on a faites. À votre gauche, c'est la technique qui est le plus bien décrite par Robicek aux États-Unis. Il emballe avec une sorte de fabrique en polyestre, mais très rigide. Il emballe toute la racine de l'aorte jusqu'à la base, mais pas complètement la base, uniquement le paroi qui est libre. Il y a de très grands problèmes décrits avec ça. D'abord, ça ne s'intègre pas dans le paroi de l'aorte. Donc, entre les deux, entre cette fabrique et entre l'aorte, il y a toujours une sorte de liquide qui fait que ça glisse et ça peut bouger, ça peut migrer dans le temps. Une autre technique très ancienne est vraiment de resséquer une partie de la racine, fermer le tout, et comme ça, le risque diminue pour une dissection aiguë. Tant que, si on emploie la technique Bentall avec la valve mécanique, le risque d'une thromboembolisme est considéré comme 0,7% par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après 10 ans, le risque pour un patient qu'il aura une thromboembolisme, un CVA par exemple,
est devenu 7%. Après 20 ans, le risque est devenu 14% et ça augmente. Il faut savoir qu'on opère toujours des jeunes patients. Le risque qu'il se passe quelque chose avec la valve, si on préserve la valve pendant la procédure, est 1,3% par an. Ça veut dire, après 10 ans, c'est 13% qu'il faut avoir une réopération. Après 20 ans, le risque est devenu 25%. Il n'y a pas vraiment beaucoup de la littérature là-dessus, sur le risque après un bantal, il y a beaucoup d'évites, mais ici, c'est un article, je crois que ça devenait en 2011, là où c'est une méta-analyse. Ça veut dire qu'on a recherché toute la littérature que possible, toutes les études rétrospectives ont assemblé, et on a, comment je vais dire, regardé à tous les résultats et assemblé tous les résultats. Et là aussi, ce chiffre revient, le risque d'une thromboembolisme est 0,7% par an. Le risque qu'il faut refaire quelque chose avec la valve est 1,3%. Donc je ne dis ça pas qu'une étude, c'est vraiment quelque chose qui revient dans plusieurs études. Et c'est là que commence l'histoire de Tal Goldsworthy. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent Tal Goldsworthy. C'est un ingénieur de Londres, Marfan, on va le voir, il a le phénotype très classique d'un Marfan, quelqu'un qui est très engagé, et il a toujours dit, regarde, je ne veux pas être opéré à mon racine d'une façon classique, je n'y crois pas. Il doit y être quelque chose qui est mieux. Il a cherché 2 chirurgiens, John Tapper, de mon premier slide, et aussi Tom Treasure de mon premier slide. Et ensemble, depuis 2000, dans 4 ans, ils ont vraiment essayé de voir où était le problème dans le passé, qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. Et de là vient l'idée d'une Personalized Aortic Root Support. Donc, une sorte de fabrique qui a mis autour de la racine aortique complètement, qui n'est pas vraiment rigide, qui s'intégrait vraiment très bien dans le paroi aortique et qui peut être une solution définitive. Un des autres avantages sont qu'on laisse l'intégrité interne de l'aorte intacte, donc il ne faut pas prendre des anticoagulants. Et je vais vous dire beaucoup plus de cette procédure. De quoi il s'agit? Donc au tout début, le patient vient chez nous ou chez un autre hôpital pour les examens comme un CT ou un MRI. Et là, c'est une MRI qui est assez spécifique. On sait vraiment bien mesurer tous les dimensions de, merci beaucoup, les dimensions de l'aorte. Et de ça, une forme de l'aorte du patient même est créée, comme vous voyez ici, vous pouvez le voir tantôt, est créée. Donc c'est l'aorte du patient même. Et sur cette fabrique, une textile en polyestre est créée, qui est pas très rigide, qui est plutôt flexible. Il n'y a pas de côtés qui coupent par exemple, donc, et qui peuvent vraiment entourer la racine complètement, comme vous voyez ici. Ça va vraiment aux jonctions, là où l'aorte sort de la ventricule. Il faut certainement laisser de la place pour les coronaires qui sont responsables pour la circulation du muscle du cœur même, comme vous voyez ici aux slides plus droites, aux images plus droites. Ici, vous voyez un exemple d'un MRI avec les dimensions exactes dont cette fabrique est créée. Et ici, vous voyez la fabrique avec la textile autour, vraiment customisée, adaptée au patient même. Voilà un exemple de plusieurs formes. Il y a des gens noirs, il y a des gens blancs, jaunes, mais tout le monde a aussi son propre racine de l'aorte, comme vous voyez ici. La chirurgie même peuvent être considérées comme moins invasives, mais
des remarques quand même, c'est fait par une sphère reconnue. On ne sait pas éviter ça. On essaye, et jusqu'à présent, dans la plupart des cas, c'était possible, on essaie de ne pas employer le système de cardiopulmonary bypass, donc le système cardiopulmonaire artificiel. Qu'est-ce qu'on fait? On libère la racine de l'aorte complètement jusqu'aux jonctions de ventricule et aorte même. Il faut aussi libérer les deux coronaires. Ils m'ont avoué, ce n'est pas toujours très facile, mais jusqu'à présent ça marche bien. Et après ça, vous mettez la fabrique vraiment autour de la racine complètement jusqu'aux premières branches de l'aorte, le tronc bronchiocéphalique qui se trouve quand même une 10 à 15 cm plus haut. Quelques spécificités sur la fabrique. Ceci décrit la fabrique classique. Dacron est peut-être un nom que vous connaissez, c'est une sorte de polyestre faite par multifilaments qui est woven, là je ne connais pas la translation francophone. Tissé, voilà. La rigidité est vraiment très grande. Donc les bords sont vraiment très... Il y a une façon de se couper avec ça. Et la porosité est très bas. Donc c'est pour ça que ça ne s'intègre pas dans la paroi native de l'aorte. Le pierce, donc on a vraiment dessiné une nouvelle fabrique. Ça consiste en réalité du même matériel, mais c'est knitted, geknoopt. La translation francophone? Tricoté. Tricoté. Merci beaucoup. La rigidité est très bas, c'est très flexible. La porosité est très haute. C'est pour ça, je vais vous montrer les autres images tantôt, c'est pour ça que ça intègre bien dans la paroi aortique. Ici, vous voyez un exemple d'un de nos patients après la procédure avec la fabrique tout autour de la racine de l'aorte. Et vous voyez qu'on a laissé de la place, il n'y a pas de fabrique ici. Là où les coronaires sortent, le coronaire droite et le coronaire gauche, et la fabrique se met jusqu'aux premières grandes branches de tronc bronchiocéphalique. Qu'est-ce qui est important? Quelles sont les indications pour lesquelles cette fabrique a été faite? Ce sont des patients avec Marfan, premièrement. Deuxièmement, ils doivent y être une dilatation de l'aorte qui est en train de vraiment grandir dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc on sait qu'il faut faire quelque chose. Si on ne fait pas, le risque de dissection est trop grand. Mais très important, comme vous voyez ici, ça c'est la ventricule ici, le muscle, et ici vous voyez la valve. Et j'espère que vous imaginez que la valve ne coule pas, il n'y a pas d'insuffisance. Et ça c'est très important. Dès que l'aorte est devenue trop grande, le support de la valve n'est plus là. Elle commence à couler trop. Et à ce moment, c'est trop difficile par simplement emballer la racine de l'aorte avec quelque chose pour éviter que ça ne coule pas. Donc une insuffisance, uniquement une insuffisance minimale est acceptée. Donc ce patient était très valable pour la procédure. Et ici, vous voyez le paroi de l'aorte, la racine de l'aorte entourée avec le pierce. Et la valve ne coule très 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 minimal. Un autre exemple, on va revoir les vidéos maintenant, simplement pour vous dire, regarde, cette valve, elle commence à couler trop. Elle commence à couler trop. 1 sur 4, plus de 1 sur 4. Et là, on s'est dit, regarde, ce patient n'est pas vraiment un bon candidat pour la procédure, donc on a fait un Yacoub. Et ici, vous voyez la situation après la procédure. Donc les dimensions sont diminuées, mais la valve ne coule plus. Pour vous dire quelque chose de plus spécifique sur les procédures que je viens de décrire, d'abord, au premier camp, vous voyez, ici dans la première colonne, c'est 46%
on a remplacé l'aorte complètement avec la valve, on a mis une valve mécanique dedans. Dans la deuxième colonne, il y a les patients là où on a préservé la valve. Et dans la troisième colonne, il y a les pires patients. Les démographies en toutes, ils sont plus ou moins les mêmes, point de vue de démographie de patients. Mais si on voit les chiffres qui décrivent un tout petit peu la procédure, vous voyez le temps de procédure, ça varie de presque 300 minutes jusqu'à 150 minutes pour le PIRS. Donc le PIRS est fait dans une procédure beaucoup plus vite, 2 fois plus vite que les procédures classiques. Les bypass time, la même chose, et on n'a pas employé dans les premiers 20 patients le bypass pour mettre le PIRS au-dessus de la racine de l'aorte. Et pour une sorte de synthèse que j'ai déjà dit, dans la plupart des cas, des patients après 25 ans qui ont reçu une procédure là où on a essayé de préserver la valve et remis les dimensions de l'aorte normale, dans les ans qui suivent, il y a une chance réelle qu'il faut refaire quelque chose. C'est un certain nombre de patients. Pour le PIRS, les autres choses étaient qu'il ne faut pas employer le bypass, on peut en discuter si c'est nécessaire ou pas, ou si ça augmente le risque, c'est très discutable. Mais pour la plupart des patients, on ne l'a pas employé. Les procédures en général sont plus vite, et ça veut dire aussi, si on n'emploie pas le CPD, plus vite qu'on emploie moins de produits de sang, hémoglobine, entre autres. Il me faut en dire quelque chose d'autre. Le reste, je vais encore en discuter dans les slides qui suivent. L'histoire clinique de PIRS commence à 2004. Donc je vous ai dit que dans l'année 2000, Doug Goldsworthy vient avec l'idée chez John Pepper et Tom Treasure, et ça prend 4 ans pour développer quelque chose qui peut être employé dans la clinique. Et c'est Doug Goldsworthy qui est le premier patient. Il a 47 ans à ce moment. Pour ceux qui le connaissent, il est encore très vif, donc jusqu'à présent, ça marche bien. Dans les ans qui suivent, 2005 à Londres, 4 patients, 2006, 3 patients, vous voyez que le nombre des patients reste très bas. Ce n'est pas vraiment facile de convaincre les chirurgiens qui emploient la technique classique, qui a pour les convaincre de suivre l'idée. Ils sont sceptiques. Je crois qu'en 2011, en Angleterre, on a vraiment adapté la technique de PIRS dans les NICE Guidelines. Ça veut dire, à ce moment, on considère que cette technique n'est plus expérimentale, mais une solution réelle pour les patients en Angleterre. Les premiers articles sortent dans la littérature en 2009-2010. On avait à ce moment 2 patients chez nous, une jeune fille de 18 ans, un jeune homme de 22 ans, avec une valve aortique qui marchait encore trop bien pour faire quelque chose de très agressif aux racines. Et c'est notre cardiologue Mark Kubil qui disait pourquoi il faut faire quelque chose si agressif sur la racine, il n'y a pas quelque chose d'autre. Et donc on avait 2 articles qui sont récemment à ce moment sortis, et on a immédiatement suivi cette idée. On a visité John Pepper à Londres, on a, je vais dire, participé aux même 2-3 procédures, et John Pepper est venu chez nous pour nous assister chez les 2 premiers patients en 2011. Et quelques mois plus tard, on a fait deux autres patients, une jeune fille à ce moment 16 ans et un jeune homme de 32 ans, je crois. Ici, vous voyez la courbe avec le nombre de procédures depuis 2004. Et comme vous voyez au tout début, comme je vous ai déjà décrit, le nombre reste très bas. Mais depuis 2-3 ans, on sent vraiment un changement chez nos collègues qui commencent à adapter l'idée du PIRS. Et le nombre augmente presque dans une forme
des courbes exponentielles. Je crois que maintenant, à ce moment qu'on est ici, on aura fait presque 130 patients en total. On a eu un beau forum sur le dernier congrès annuel de l'Association européenne chirurgie cardio-thoracique. Et là, vraiment, même les chirurgiens très sceptiques dans le temps, David Cameron, étaient convaincus que le Pierce va prendre une place réelle pour les patients avec Marfan. Je m'excuse un tout petit peu trop vite. Bon. Jusqu'à présent, une histoire très optimiste. Mais on peut quand même poser des questions là, aussi. Et je vais essayer de les répondre toutes. Ici, vous voyez une slide qui a été faite déjà depuis quelques ans, car le nombre de Pierce à ce moment n'était que 31. Valve sparing, le valve native est encore en place, c'est chez le patient ici, et ici, non, c'est ici, on a employé une valve mécanique pour résoudre le problème de la dilatation, et ici, la valve native reste en place. Et vous voyez quelques chiffres avec des complications, réintervention, 0,3% chez un bantal, 1,3% c'est le valve sparing jusqu'à présent. Mais à ce moment, ce n'est pas correct. Dans la liste totale, il y a un patient qui a été réopéré après 6 ans sur 130. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la procédure, les chirurgiens étaient obligés à rouvrir le patient à cause d'une tension trop basse après la procédure. Il fallait lâcher un tout petit peu la fabrique autour de la racine. Et à ce moment, le patient commençait à améliorer. Mais on n'a pas refermé la fabrique. Et après 6 ans, il avait une dilatation avec une valve qui coulait, avec une insuffisance trop importante. Et il fallait intervenir pour cette insuffisance. Event thromboembolique, 0,7% chez les dentales, 0,3% si on préserve la valve. Jusqu'à présent, pas une event chez les patients avec un Pierce. Valve-related events, je viens de vous décrire un dans le Pierce, mais quand même plus chez les patients opérés d'une façon ce qu'on appelle classique. Des autres questions qu'on peut se poser. Par exemple, est-ce que la paroi aortique ne devient pas trop fin à cause de la fabrique qui est autour de la paroi? Est-ce que ça reste en place? Il n'y a pas de question de migrer. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une dissection, même avec le support en place, ou une dilatation plus loin? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Ici, on a fait de la recherche chez nous-mêmes au labo sur des moutons. Ici, vous voyez, donc, ce sont les carotides, donc des parois pas aortiques, mais carotidiens, avec ceci, le lumen du vaisseau, et autour, il y a les cicatrices avec le fabrique dedans, et vous voyez un tout petit peu la forme de la fabrique autour. Ceci est la fabrique, et ceci est la paroi aortique. Et on a examiné ce paroi, et qu'est-ce qu'on a trouvé sur plusieurs spécimens que, donc, l'histologie, la microscopie de la paroi aortique reste vraiment bien en forme. Donc il n'y a pas de changement là-dessus après un certain temps. Les autres expériments qui vous montrent, donc ceci est le fabrique ancien, le fabrique très rigide. Ceci est le Pierce autour d'une aorte, d'un mouton, et comme vous voyez, c'est vraiment très bien intégré. Donc ça protège vraiment le paroi de l'aorte, au lieu qu'ici, ça a l'air de ne pas vraiment intégrer, ça ne s'intègre pas dans le vaisseau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur
migration, ça reste en place ou ça bouge? Comme je vous viens de montrer les images d'histologie, vous pouvez vous imaginer que ça s'intègre vraiment très bien dans le paroi aortique, comme vous voyez ici, après 6 mois. Un des patients avait une angoisse poitrine, je crois que c'était après 6 ans après sa procédure. On avait peur naturellement que le fabrique a bougé un tout petit peu et a bloqué l'origine des coronaires qui sont responsables pour la circulation de muscle cardiaque. On a fait des examens très profonds. Ici, vous voyez une angiographie et vous voyez que les ostia, donc les origines des coronaires, ils sont très bien ouverts. Donc pas de problème là-dedans. Le fabrique reste bien en place. Le problème était beaucoup plus loin sur la coronaire. Ce patient a reçu un stent et le problème a été résolu. Dissection dans le sleeve, pas encore vu jusqu'à présent sur les 130 patients. Une histoire quand même remarquable. Ce patient a décédé 4,5 ans après son procédure. On avait naturellement peur qu'il s'est passé quelque chose avec la racine, mais il a donné son accord de faire une autopsie après son décès. Et on a trouvé que ceci, il y a de la histologie là-dessus, le paroi aortique non supporté, et ici vous voyez une sorte de dégénération qui est classique chez les patients avec Marfan, sur le média, du côté intérieur de la paroi. Ceci est la paroi supportée de la racine, et très bizarrement, la paroi aortique était normale. Donc il n'y avait pas de dégénération aortique. Est-ce que ça peut donner une réponse sur le fait que la protection fabrique vraiment protège la formation d'une aorte qui est anormale? Très difficile à dire, mais cette observation est quand même très remarquable. Dilatation après le support. Qu'est-ce qui se passe plus loin de la support chez le patient? Jusqu'à présent, il n'y a vraiment pas d'évidence que, par exemple, l'arche qui se trouve juste autour commence à dilater. Donc, les observations ne savent pas prouver ça. Ce sont des indications avec des dimensions mesurées. C'est de nombreux patients. Ce sont les premières 10 patients. Et comme vous voyez, les dimensions de la racine restent vraiment normales dans le temps. Ce sont des dimensions avant la procédure, juste après la procédure. Et ceci est quelques temps après, donc par exemple après 1 an, après 2 ans. Et comme vous voyez, les dimensions restent vraiment normales. Donc ça veut dire que le processus de dilatation est vraiment arrêté. Ok, il nous faut être honnête, c'est uniquement aux racines. Qu'est-ce qui se passe plus loin? Donc chez toutes les données qu'on a maintenant, il n'y a pas d'indication que plus haut que la dilatation se passe là-bas. C'est un article pour ceux qui veulent, qui a été sorti en 2016 avec les résultats, je crois que c'était sur presque 90 patients. Il me faut encore dire quelque chose sur un patient, qui est très clair écrit dans cet article d'ailleurs. Un patient a décédé. Donc je vous ai déjà dit l'histoire d'un patient qui a été réopéré en 6 mois, mais un patient a aussi décédé. Je vais dire pendant la procédure, il a décédé quelques jours après la procédure. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en essayant d'aller autour d'un des coronaires, le coronaire gauche, on l'a déchiré, c'est trop agressif, mais il y a eu un IVAN qui s'est passé, ça a commencé à saigner. On a résolu le saignement et ce patient a reçu un bypass. Mais avec le temps qui est perdu, ce patient avait besoin d'un support cardiopulmonaire
pendant quelques jours après la procédure. Et après 3 jours, je crois, il a eu un thrombose cérébral très important qui n'était pas compatible avec vie. On a recherché ce cas très profondément, comme on sait faire en Angleterre très bien. On n'était pas capable de vraiment donner la faute aux directions des chirurgiens. Ils ont dit, regarde, vous avez fait qu'il faut, et ceci est quelque chose qui est passé, oui. Il nous faut dire aussi que les mêmes cas sont décrits si on fait la chirurgie classique, car là aussi, une réimplantation des coronaires est nécessaire, et là aussi peut se passer une telle problème. Entre-temps, se fabrique, plus qu'on commence à en savoir, les indications sont en train d'élargir, de grandir. Donc la plupart des patients jusqu'à présent étaient des Marfan. Chez 5 patients, on a ajouté, il fallait faire aussi quelque chose avec la valve mitrale. Dans 6 patients, il y avait un problème avec la valve aortique qui n'était pas normale, qui était bicuspide, donc uniquement 2 cusps qui bougeaient. On l'a aussi employé chez des patients avec des maladies congénitaux, une transposition des artères, des grandes artères. Donc ça veut dire que l'artère pulmonaire au lieu de l'aorte, et l'aorte est au lieu de l'artère pulmonaire. Et ces patients, après la procédure, ont toujours un risque que l'aorte commence à dilater après un certain temps. On a déjà opéré 2 patients en les protégeant avec le Pierce. Louise dit 5, tétralogie de Fallot, même problème, dilatation, un patient. Et très intéressant, le Ross, certainement pour le jeune, Donald Ross, un chirurgien américain, a décrit une procédure là où il emploie l'artère ou la valve pulmonaire pour résoudre le problème de la valve aortique. Naturellement, il faut aussi faire quelque chose si on prélève la valve pulmonaire, donc là vient une homogreffe. Mais les roses aussi ont une tendance, c'est du matériel pulmonaire, de dilater dans le temps. Et donc l'idée c'est que, regarde, pour éviter cette dilatation, on peut le protéger avec le matériel Pierce. 2, syndrome de Turner, autres patients avec des cas 9 et 5, donc des cas non spécifiés ici. Donc, mais les indications jusqu'à présent les plus importantes, c'est les Marfan avec une dilatation très claire, mais une valve qui marche encore bien. Et ici, vous voyez une solution dans les patients où la valve pulmonaire est venue en place de la valve aortique, tendance à dilater. Et ici, un exemple de la protéger avec le matériel Pierce. Donc, voilà, je viens de raconter une petite demi-heure. Pour faire mes conclusions, je vous ai proposé une sorte de old idea qui a été réinventée, qui a été améliorée. Là où on croit, avec les résultats qu'on a maintenant sur, je vais dire, 130 patients, on est convaincu que c'est une solution réelle si les dimensions de l'aorte commencent à élargir. Là, on sait que le risque d'une dissection est réel, avec une valve qui fonctionne encore bien. La procédure jusqu'à présent était la même, donc 2004, sur la procédure, il n'y a rien qui a changé. Et dans, je vais dire, la plupart des cas, uniquement s'il faut faire aussi faire quelque chose sur la valve mitrale, il faut employer le CPB, dans le reste, le CPB n'a pas été employé. Donc le follow-up commence à être quand même relevant, 400 ans en total, et en average, presque 9 ans. Un décès, une réopération après 6 ans, et 3 conversions. Qu'est-ce que ça veut dire, conversion? Ça veut dire que le chirurgien avait l'idée d'employer le Pierce dans la procédure qu'il a programmée, mais dans la procédure, il a dit, regarde, j'ai des raisons anatomiques pour changer d'avis et de faire une procédure classique.
Donc pas à cause de problèmes vraiment réels, à cause d'une appréciation dans la procédure. Et maintenant, les indications pour employer le fabrique sont en train de grandir. Je vous remercie beaucoup de votre attention.